bienvenue. C'est l'heure de la culture maintenant sur i24 News. C'est votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Dans ce journal, aujourd'hui, nous allons voir le Louvre de près, ou plutôt le Louvre qui va se délocaliser à Abu Dhabi. Paris propose une exposition titrée Naissance d'un musée. Nous vous expliquerons comment le fleuron de la culture française s'exporte dans les Émirats. Dans ce journal également, un focus sur une star du jazz israélien. Il s'appelle Omer Avital et il va venir dans nos studios. Et puis enfin, nous partirons à Londres. Un groupe de rock indépendant jordanien y fait un carton. Il s'appelle les Autostrades. Voilà pour le sommaire de ce rendez-vous culture. Merci de votre fidélité à nos programmes. Alors c'est une longue histoire qui est en passe de se finaliser, une histoire qui serait titrée Le Louvre, la France et les Émirats, la belle affaire. En 2007, le contrat a été signé. En 2010, le chantier a démarré et en 2015, les Abu Dhabiens devraient être invités. En attendant ces festivités, une exposition dédiée aux Français vient de s'ouvrir à Paris. Elle explique au grand public le comment, du pourquoi de ce Louvre délocalisé. Peut-être elle rassure aussi sur la commercialisation de la culture française. Inauguration mardi en grande pompe, le récit de Sandy Fortis. Le Louvre Abu Dhabi présente son exposition à Paris. En attendant d'être exposé à l'autre bout du monde, dans les 8000 m² d'espace prévus, la première collection du Louvre Abu Dhabi est proposée au public parisien. 160 œuvres achetées ces dernières années par l'agence France Museum pour le compte de l'État des Émirats Arabes Unis ont été inaugurées au musée du Louvre en présence du président de la République. Le musée Louvre d'Abu Dhabi, c'est un chantier exceptionnel. C'est le plus grand projet culturel que nous menons à l'étranger. C'est la manifestation aussi la plus symbolique du partenariat étroit qui nous unit aux Émirats Arabes Unis. Un partenariat signé en 2007 pour la modique somme d'1 milliard d'euros, dont 400 millions uniquement pour le prêt du nom Louvre pendant 30 ans. L'accord prévoit aussi le prêt de plus de 300 œuvres par les musées français, et ce pour 10 ans. Il avait suscité l'inquiétude de certains spécialistes, notamment sur le contrôle qu'aurait ou pas le Louvre sur l'emploi de son label, mais aussi sur l'éventuelle censure exercée sur certaines œuvres. Loin de cette controverse, le projet avance à grands pas. Dans un peu plus d'1 an, Abu Dhabi aura lui aussi son Louvre, un musée qui devrait être singulier et original, liant le dynamisme d'Abu Dhabi et les valeurs d'excellence incarnées par le nom du Louvre. C'est un projet qui est aussi bien au service de l'intégration à l'intérieur de leur pays que de l'éducation en général. Le nom du Louvre, en fait, dans cet esprit-là, est plutôt pour eux un gage de qualité, un gage de haut niveau d'exigence en ce qui concerne le professionnalisme des équipes qui y travaillent et également des collections qui y sont conservées. La relation entre le musée français et celui d'Abu Dhabi est toutefois censée évoluer avec le temps. L'esprit général, c'est qu'ils soient de plus en plus des partenaires naturels et que nous soyons de moins en moins des conseillers mais des partenaires. Intitulée Naissance d'un musée, cette exposition donne un aperçu de l'impressionnante structure du musée d'Abu Dhabi, un immense dôme dessiné par l'architecte français Jean Nouvel, construit sur une île artificielle. Le visiteur peut ensuite découvrir les chefs-d'œuvre de la collection, des pièces datant de l'Antiquité à Picasso. Actuellement en construction, le Louvre Abu Dhabi est censé ouvrir ses portes le 2 décembre 2015. Il sera alors le premier musée de l'île des musées, Saadiyat, qui devrait accueillir en 2016 le Zayed National Museum, conçu par Norman Foster, ainsi que le musée Guggenheim, imaginé par l'architecte Frank Gehry, prévu pour 2017. Alors c'est un magnifique musée à Abu Dhabi, mais qui a soulevé, on vous l'a dit, quelques polémiques. Nous sommes en ligne avec Ariane Varlin. Ariane, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « La face cachée du Louvre » aux éditions Michalon. Alors, première question, qu'est-ce qui se cache derrière ce Louvre à Abu Dhabi? Est-ce que la France est en train de vendre, de brader sa culture? Brader sa culture, pas vraiment, si on s'en tient au prix qui a été, à la somme monumentale qui a été mise sur la table pour l'achat du label Louvre, parce que c'est 1,4 milliard d'euros, donc c'est pas vraiment bradé. Pour autant, elle ne se déshonore pas. Pour autant, vous le soulignez très bien dans votre portage, il y a quand même pu avoir quelques inquiétudes.
quelques inquiétudes qui portent notamment sur l'usage qui aurait été fait avec le nom du musée. Est-ce que voilà, on n'allait pas en faire un musée négationniste? Est-ce qu'on n'allait pas en faire... Alors, moi, je suis pas très inquiète là-dessus. En revanche, les inquiétudes portent plutôt sur le fait que l'agence France Muséum, que vous avez évoqué dans votre reportage, est chargée d'acheter pour le Louvre à Abu Dhabi des œuvres, mais elle est aussi chargée, ce sont les mêmes conservateurs qui achètent des œuvres pour le Louvre à Paris. Donc, une des inquiétudes porte, par exemple, sur les conflits d'intérêts possibles, sachant que les Émirats ont infiniment plus de moyens que n'en a la France. Alors justement, Ariane Varlin, vous avez également un blog dans lequel cette semaine vous avez donc dénoncé cette exposition et vous avez titré « Inquiétude au Louvre ». C'est uniquement les conflits d'intérêts qui sont inquiétants dans ce musée? Non, pour moi, rien n'est très inquiétant. Il y a eu un changement de direction, comme vous le savez peut-être, à la tête du musée, puisque jusqu'à une date récente, c'était Henri Loiret et qui était à la tête du musée et que c'est dorénavant Monsieur Martinez. Juste pour terminer sur ce que tu as dit, moi, ce que je trouve très bien, c'est, alors certes, les Émiratis essayent de montrer un peu patte blanche, mais c'est qu'on essaie de faire voisiner des œuvres aussi variées qu'une Torah du Yémen, une Bible, un Coran mamelouk. Donc il y a une vraie volonté d'universalisme. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça cache? Moi, je suis quand même un peu surprise parce qu'il y a quelques années, le Louvre avait cherché à avoir de l'argent pour acheter les 3 grâces de Cranach, et il y avait eu un appel à dons de la part du public dans des grands journaux, et ces journaux étaient distribués notamment dans les aéroports des Émirats, et donc les 3 grâces de Cranach, vous connaissez peut-être l'œuvre, mais les 3 grâces sont torse nu. Et les autorités locales avaient mis des post-it sur les tétons des 3 grâces pour cacher leur nudité. Donc voilà, ça avait fait un petit peu jaser. Donc est-ce que c'est une vraie volonté d'ouverture ou est-ce qu'il s'agit plutôt de donner le change? Je ne sais pas. Non, effectivement, sur mon blog, on verra ça, Agnès Varlin, on verra probablement ça en 2015, lorsque les portes vont s'ouvrir. On verra la qualité des œuvres exposées. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions et je rappelle le titre de votre livre, La face cachée du Louvre, aux éditions Michalon. Merci Ariane. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À Londres, la 7e édition du Arab Book Prize vient de récompenser l'écrivain Ahmed Sadawi. Cet Égyptien a écrit une drôle de fiction fantastique. C'est l'histoire d'un monstre, type Frankenstein, élaboré à partir de victimes de terrorisme. Un monstre qui revient à la vie et qui change le cours des choses en vengeant les victimes, donc lui-même. Frankenstein in Bagdad, c'est le titre de ce livre, a gagné 36 000 € de récompense. À Londres, encore décidément terre d'accueil des cultures du Moyen-Orient, les Anglais sont en train de craquer littéralement sur un groupe jordanien, les Autostrades. Explication Daniel Campos avec David Gombin. Autostrade, le nom prometteur de la scène indie jordanienne. La semaine dernière, ils ont débarqué à Londres pour leur premier concert après avoir écumé les pays du Moyen-Orient comme la Syrie, l'Égypte ou le Liban. C'est une expérience très importante pour nous car Londres c'est la capitale de la musique et c'est une étape décisive pour n'importe quel groupe que de venir jouer à Londres. Les recettes du succès d'Autostrade, la diversité des ingrédients et des styles musicaux qu'ils parviennent à mélanger. L'idée d'Autostrade est de fusionner le slang jordanien avec de la world music, que ce soit du reggae, du latino, du funk, du rock et même de la musique orientale. Le groupe s'attaque aussi à des sujets qui intéressent la jeunesse jordanienne et la jeunesse arabe. Les thèmes que nous abordons reflètent nos propres vies et c'est comme ça que nous composons nos chansons, à partir d'expériences que nous partageons entre nous. Autostrade, c'est un groupe important pour moi car ils sont très populaires en Syrie et ça me rappelle mon pays. Leur musique est relaxante et agréable, ce qui n'est pas quelque chose de commun dans le monde arabe. Et les sujets qu'ils abordent dans leurs chansons sont très sympas. Ce genre de groupe parle aux jeunes du monde arabe et maintenant c'est notre tour de prendre en compte le soi-disant printemps arabe. Donc c'est génial lorsque de tels groupes représentent la nouvelle génération grâce à leur musique et qu'ils sont familiers de la musique internationale et donc ils savent la mélanger avec leur musique locale. Un groupe ambitieux formé en 2007 qui a déjà sorti 3 albums. Et même s'ils sont relativement nouveaux, ils ont déjà une bonne base de fans en dehors de la Jordanie. La voie vers une carrière internationale est donc déjà toute tracée.
À suivre encore de la musique. Nous allons faire un focus, vous faire découvrir un jazzman israélien. Il s'appelle Omer Avital. Mais tout de suite, l'agenda des expositions. Une fois de plus, le Festival international des cultures digitales se tient à Roulon, rassemblant artistes, experts de la technologie et chercheurs des cultures digitales. 4 jours durant, Print Screen présente une large sélection de films, présentations interactives et masterclass en présence d'artistes internationaux. Le thème de cette année, Oubli, une analyse de la formation, du stockage et de la perte des souvenirs à l'ère du numérique. Jusqu'au 5 mai. Sous nos yeux, un projet du curateur Abdellah Karoum qui inclut différentes expos et résidences d'artistes. Explorer le vocabulaire artistique d'un groupe d'artistes identifiés comme la génération 00, un terme initialement utilisé pour parler d'artistes marocains. Après que les 2 premières parties aient été exposées en France, la 3e partie arrive au Musée d'art contemporain de Barcelone jusqu'au 18 mai. À New York, la New Gallery présente une nouvelle exposition, L'art dégénéré, l'attaque sur l'art moderne en Allemagne nazie. Dégénéré, un terme adopté par le régime national-socialiste au cours d'une campagne menée contre l'art moderne, une forme d'art purement et simplement interdite par la dictature. Cette exposition est la première aux États-Unis à retracer cet épisode. À voir jusqu'au 20 juin. Je vous propose maintenant de parler avec Omer Avital. Bonjour, merci d'être dans nos studios. Omer, c'est... Pardon ? Shalom. Oui, shalom, c'est adapté. Omer, vous venez de sortir un album qui s'appelle New Song. On vous connaît parce que vous jouez notamment avec le célèbre trompettiste Avishai Cohen. Alors, la qualité de votre musique, c'est de mixer le free jazz avec des sonorités arabes. Est-ce que c'est vos origines yéménites et marocaines qui vous poussent dans ce style musical-là ? כן, גם זה בהחלט השורשים שלי. c'est tout à fait mes racines qui m'ont incité à faire ce... Et c'est aussi l'amour pour la musique, pour cette musique. Et j'ai grandi en Israël et à mon avis, le lien entre le jazz et tout ce monde de l'Afrique, de l'Amérique, et le lien entre ces deux extrêmes, entre ces deux côtés, m'a vraiment intéressé. Alors Omer, vous allez démarrer une tournée mondiale. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier dans cette tournée? Des duos, des villes que vous n'avez jamais vues? האמת שיחסית להתחלה שלו זה בהרבה c'est beaucoup en France en fait. Je vais me produire beaucoup en France, à Paris. C'est là qu'est mon label, la maison de disques qui sort mon disque et qui a beaucoup de liens avec cette musique en Israël et dans d'autres pays en Europe et aussi bien évidemment aux États-Unis. Et j'aimerais aller dans des endroits comme le Maroc, bien évidemment. Alors, vous avez des chansons titrées notamment Song for Peace et New Middle East. Est-ce que votre musique ou vos origines vous poussent à porter un message politique ou un engagement? Je ne suis pas engagé politiquement, mais je vis, c'est ma vie et je m'occupe plus d'union, de paix intérieure, de tous ces éléments avec lesquels j'ai grandi. Et c'est une partie naturelle de cet endroit dans lequel j'ai grandi. Et je crois en ça, bien évidemment. Mais ma langue, c'est avant tout la musique. Alors, vous avez parlé de votre lien avec la France, mais vous êtes un Israélien, un jazzman, vous vivez à New York, il y a une grande scène israélienne de jazz à New York. Comparaison entre la France et New York? C'est très intéressant. Ça fait à peu près 20 ans que je suis à New York. Et bien sûr, c'est la Mecque du jazz, New York. Mais je dirais que Paris est, après New York, l'endroit le plus important pour le jazz. Et je suis très heureux de jouer, de me produire à Paris. Et j'y découvre, en tant que juif marocain, qu'il y a beaucoup d'estime et d'amour pour cette culture en France et à Paris. Et bien sûr, dans le sud de la France, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui ressentent cette musique, qui la connaissent depuis la maison. Et ça n'existe pas à New York et presque pas en Israël. C'est un nouveau public qui est en fait le public, mon public de chez moi, c'est mon public à Paris et ça me permet un nouveau lien et c'est très émouvant, très touchant.
Merci beaucoup, Omer Avital. On va se quitter sur une de vos chansons, Song for Peace. Merci d'avoir suivi ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure, juste après l'info continue, enfin juste après votre chanson Song for Peace. Merci, Omer Avital. Merci.